Donc nous allons, lors de cette deuxième table ronde, davantage parler de l'aspect juridique des choses et du traitement du cas des prisonniers. Donc Chantiana Cachenou, pour commencer, avocate au barreau de Bayonne, conseil des prisonniers basques et membre du groupe de juristes pour la paix au Pays basque. Vous allez nous expliquer les mesures d'exception qui s'appliquent aux prisonniers basques. Egunon Deneri, bonjour à tous. Alors je vais m'exprimer en français pour plus de facilité pour les traducteurs et puis parce que le thème abordé est pour moi aussi plus facile à expliquer en français. Termes techniques. Donc avant tout, je voulais bien entendu remercier les organisateurs pour cette invitation, même si ce n'est pas forcément un exercice facile pour une avocate de parler devant un auditoire comme celui-là, puisque nous avons plutôt l'habitude de parler devant des magistrats, le public étant derrière. C'est pourtant actuellement, dans ce moment spécifique, de la défense pénale des détenus basques, quelque chose d'essentiel. Et je vais faire mon introduction par ma conclusion, parce que nous sommes confrontés depuis quelques années déjà, mais toujours encore cette année, un an après le désarmement, à un certain blocage, à un certain hermétisme, surtout dans une partie de la justice, plus particulièrement l'application des peines. Domaine qui pourtant a les clés pour de grandes avancées sur le traitement de la question des détenus basques. Donc, pour commencer, un tout petit, quelques nombres pour avoir une photo très rapide du nombre de prisonniers et prisonnières politiques basques sur le territoire français et l'évolution depuis le 8 avril dernier. Donc nous étions le 5 avril 2017 à 74 détenus et donc 15 femmes dans 24 établissements pénitentiaires. Et aujourd'hui, donc un an après, 53 personnes sont détenues sur le territoire français et sont réparties dans 20 établissements pénitentiaires. Donc cette baisse de 21 détenus en un an, et la fermeture, entre guillemets, de 4 établissements pénitentiaires aux détenus basques. Et de 15 femmes, nous sommes passés à 12 femmes. Donc ces chiffres pourraient être en soi le signe d'une avancée au niveau aussi de la justice française vis-à-vis des détenus basques. Mais malheureusement, ça serait conclure ainsi une conclusion beaucoup trop rapide, parce que le constat qui peut être fait de prime abord, c'est que finalement, les écueils qui existaient, et j'entends bien au niveau judiciaire, puisque je ne parlerai pas de la dispersion et du rapprochement familial qui ressort plus spécifiquement du domaine politique du ministère de la Justice, parce que je pense que ça sera un thème qui sera plus en avant évoqué lors de la prochaine table ronde, mais en ce qui concerne du moins le traitement exclusivement judiciaire et pénitentiaire des détenus basques, nous nous retrouvons aujourd'hui avec les mêmes écueils que ceux qui étaient présents en 2017, même si on peut constater que petit à petit, le message et la réalité politique du Pays basque arrivent au moins de manière certes encore timide, mais à l'esprit de certains magistrats qui commencent un petit peu à changer leur mode de fonctionnement intellectuel et judiciaire. Donc le premier constat est un constat négatif en matière d'application des peines, parce que si aujourd'hui 21 personnes alors je dirais pas ont été remises en liberté, parce que la majorité d'entre elles ont été remises à la justice espagnole, mais si 21 personnes ont terminé en un an leur peine sur le territoire français, il n'y a eu aucun aménagement de peine. Toutes ces personnes-là ont terminé ont exécuté la totalité de leur peine
Et c'est la seule et l'unique raison qui fait qu'elles ne sont plus présentes aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires français. Et c'est pourtant là, dans le domaine de l'application des peines, que se trouve une clé, une très très grande clé d'avancée donc significative sur cette question, puisqu'actuellement, sur ces 53 prisonniers et prisonnières politiques basques, seuls 5 sont prévenus. En l'occurrence, leur affaire est toujours à l'instruction et donc seules 5 personnes sont en attente de jugement. Tout le reste, donc les 48 autres personnes, sont condamnées. Et les avancées, les petites avancées que j'évoquais très rapidement à l'instant, paradoxalement, ont lieu dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'avant-peine ou au moment du jugement. Alors, ce sont quelques avancées, comme je disais tout à l'heure, assez timides ou sporadiques, mais qui sont très, très importantes quand même. Donc, je vais rapidement les évoquer pour après plus me centrer sur les difficultés contre lesquelles nous devons batailler et que nous devons surmonter aujourd'hui, avec l'aide, donc votre aide, l'aide de la société civile. Donc les avancées, la première avancée, ça a été surtout avec, tout de suite après le 8 avril, tout de suite après le désarmement, ça a été dans une décision du juge des libertés de la détention de Paris qui statuait sur la prolongation de la détention d'une personne qui avait été interpellée sur le territoire français, donc un membre de l'organisation ETA, qui était même présenté, mais bon, c'est assez fréquent, par la presse espagnole comme quelqu'un ayant des responsabilités à ce moment-là au sein de l'organisation ETA. Et donc, lors de ce débat sur sa détention provisoire, donc nous demandions sa mise en liberté. Et ce magistrat-là a pointé, et c'est très très important, et c'est la première et pour l'instant l'unique fois, pointé dans sa décision de prolongation de la détention provisoire, certes, mais une avancée significative au niveau politique avec ce désarmement, en qualifiant la journée du 8 avril comme un moment historique. Et donc, ce qui est important, outre l'appréciation, je vais dire, politique qui est faite dans cette décision, ce qui est important, c'est que ce magistrat-là, en restant tout à fait dans son rôle, va retranscrire cet événement politique en termes judiciaires, dans le cadre de sa compétence. Et cette magistrate dit, alors certes, je ne suis pas tout à fait d'accord pour les libérer maintenant, mais dans quelques temps, je ne serai pas opposée à une libération sur surveillance électronique parce que ce contexte-là d'évolution politique et de désarmement permet de se poser des questions sur le risque d'entrer à nouveau en clandestinité et sur le risque de renouvellement de l'infraction. Et c'est extrêmement important parce qu'on a parfois l'impression que l'on demande aux magistrats de dépasser leur cadre, de dépasser leur rôle. On a l'impression qu'on leur demande de faire de la politique. Et ce n'est pas du tout ça, parce que le contexte politique actuel au Pays Basque, il entre dans la compétence de chaque magistrat à quelques moments de son intervention, que ce soit au niveau de l'instruction, que ce soit au niveau du jugement ou que ce soit au niveau de l'application des peines. Il entre dans ses compétences de tenir compte du contexte politique pour évaluer le risque de récidive en matière d'application des peines, pour évaluer le risque de renouvellement de l'infraction ou de fuite en matière de prolongation de la détention provisoire ou au niveau des juridictions de jugement pour décider de la peine à prononcer. Il entre dans la compétence des magistrats de tenir compte du contexte politique pour mesurer la peine qui, selon eux, est juste à prononcer contre la personne. Donc, lorsque nous demandons, nous, avocats, et lorsque la société également demande aux magistrats de tenir compte du contexte politique, ce n'est pas une demande de cadeau, je dirais. C'est vraiment demander aux magistrats de faire leur travail. Et donc, c'est ce que cette magistrate a fait contre, je dirais, vent et marée, parce que elle a ordonné des mesures de vérification pour ce placement sous surveillance électronique. Dès que ces vérifications étaient faites,
Nous avons fait une demande de mise en liberté qui a été refusée par le magistrat instructeur antiterroriste, qui, sur avis conforme du parquet antiterroriste, qui a soutenu devant elle également, par un argumentaire très virulent, donc sa position de fermeture. Elle a quand même maintenu et renvoyé à ses premiers motifs pour ordonner la mise en liberté et placement sous surveillance électronique de cette personne. Et le parquet a fait un appel dans les 24 heures, ce qui a permis de suspendre cette décision de mise en liberté. Le parquet a utilisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition, tant les moyens techniques que dans, je dirais, le discours, dans son argumentaire, dans ses réquisitions, pour s'opposer de façon très très virulente à cette libération conditionnelle. Et finalement, nous avons obtenu gain de cause en appel avec les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui ont confirmé, sans toutefois reprendre les motifs d'ordre, je dirais, politico-judiciaire, tenant au contexte politique, mais ont confirmé la décision de placement, de remise en liberté de cette personne. Au niveau des juridictions de jugement, nous sentons aussi une certaine avancée dans le message, dans je dirais, la socialisation du contexte politique au niveau de la justice parisienne. Alors, pas forcément au tout début, lors des audiences correctionnelles, mais plutôt lors des dernières sessions devant la Cour d'assises de Paris à la fin de l'année 2017, où on voit quand même ces sessions, mis à part une, je dirais, qui la Cour d'assises a été saisie de faits d'homicide volontaire. Mis à part cette session-là, nous sentons quand même une discussion sur les avancées politiques au Pays Basque et un certain intérêt, du moins de certains magistrats, et, chose tout à fait nouvelle, une prise en compte de ce contexte politique dans les réquisitions, l'argumentaire du parquet à l'audience. Même s'il n'y a pas forcément de retranscription de cela dans les réquisitions sur les peines, puisque les réquisitions ont quand même été assez importantes dans le cadre de l'ensemble de ces audiences. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une de ces décisions, d'une de ces cours d'assises, qu'a été ordonnée pour la première fois la confusion qu'on appelle, à mauvais escient d'ailleurs, internationale, mais confusion de la peine qui venait d'être prononcée par la Cour d'assises française avec la peine qu'était en train d'exécuter la personne sur le territoire espagnol. Et j'évoque très rapidement cette problématique-là parce qu'il faut vraiment constamment avoir à l'esprit, lorsqu'on parle des personnes qui sont détenues sur le territoire français, que la problématique, pour elles, ne s'arrête pas à la fin de peine prononcée par les juridictions françaises. Une grande majorité d'entre elles font l'objet de mandats d'arrêt européens ou de demandes d'extradition, et donc à l'issue de la peine française, elles sont remises à l'autorité judiciaire espagnole, et un certain nombre d'entre elles vont être sûrement condamnées par la justice espagnole et auront donc, au-delà de la peine française, une peine ou des peines aussi sur le territoire espagnol à exécuter. Donc dans ce cas-là, et ça a été une grande première, on a eu de la part de la Cour d'assises parisienne une confusion internationale, donc l'absorption de la peine, par la peine espagnole en l'occurrence, de la peine française, et donc la personne est maintenant, a d'ailleurs été libérée, n'a pas eu à exécuter la peine française. Et lorsque l'on parle de procédure espagnole ou de condamnation en Espagne, bien sûr, il y a la très importante thématique de la torture, qui est également présente dans les procédures françaises. Et sur cette thématique-là, nous avons eu également une avancée très importante dans le cadre d'une personne, Irache Sorsabalias, donc qui a été interpellé en 2015 à Galassi, Don Iban Galassi, sergent Pied de Port, et qui avant cela avait été en 2001 interpellé sur le territoire espagnol et torturé. Donc c'est une affaire à l'époque les photos de son corps meurtri étaient parues dans la presse. Et donc nous avons obtenu du magistrat instructeur antiterroriste français
qu'il fasse droit à notre demande d'expertise au protocole Istanbul, donc, qui avait pour objet de prouver ces allégations de torture. Et l'expertise a été bien entendu concluante. Donc il s'agit là également d'une avancée. Mais comme vous le voyez, ces avancées sont quand même très très importantes, mais très sporadiques. Le plus gros écueil et la plus grande difficulté que nous avons et qui perdure et que nous avons encore aujourd'hui, c'est bien entendu la problématique de l'aménagement des peines. L'aménagement des peines, c'est libération conditionnelle, pour résumer, en ce qui nous concerne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne peut prétendre à une libération conditionnelle, une libération anticipée, à partir du moment où elle est à la moitié de sa peine. Sauf si une mesure de période de sûreté a été prononcée par la juridiction de jugement et que cette période de sûreté est portée aux 2/3 de la peine. Donc, moitié de peine, mi-peine ou 2/3 de la peine. Toute personne peut prétendre légalement à une mesure de libération anticipée. Dernière exception pour les personnes condamnées à perpétuité, la période de sûreté peut être portée à 22 ans. Ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que dans le droit français, la peine, la condamnation n'a plus tant l'aspect, la vocation punitive qu'elle avait avant. Maintenant, la peine est vécue et est envisagée comme un tremplin, comme une préparation de la remise en liberté, comme une préparation pour une réinsertion dans la société. Et donc, en se référant à l'esprit de la loi française et en se référant donc à ces concepts-là, qui sont très importants au niveau de la loi française, eh bien, actuellement, au jour le jour, nous avons 19 personnes qui pourraient prétendre à une libération anticipée. Et à la fin de l'année 18, nous en aurions 3 de plus. Donc, grosso modo, à peu près la moitié des détenus actuels pourraient en soi prétendre à une libération conditionnelle, pourrait être aujourd'hui dans la rue ou à tout le moins avoir terminé la privation de liberté dans le cadre de la condamnation française. Et si le fait de pouvoir demander une libération conditionnelle est un droit, le fait de se l'avoir accordé n'est bien entendu pas un droit. Ça relève de l'opportunité des juridictions d'application des peines. Mais ce qu'il est très important aussi de savoir dans le cas des détenus, des prisonniers et prisonnières politiques basques, c'est que là, encore une fois, nous ne demandons pas une faveur aux juridictions d'application des peines. Il y a un certain nombre de critères légaux que les prisonniers et prisonnières politiques basques remplissent. Donc, de manière objective, les juridictions d'application de peine peuvent, sans grande difficulté, prononcer des libérations conditionnelles dans le cadre des affaires basques. Alors ça, c'était... pourquoi ? Parce que les rapports de détention sont généralement très bons, parce que les projets que nous présentons au soutien de ces libérations conditionnelles sont très construits, que personne ne le critique d'ailleurs, même pas le parquet. Tout le monde reconnaît que les projets sont très très construits, sont sérieux, ont été vérifiés, qu'il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Et encore une fois, les rapports de détention sont généralement bons, voire très bons. Alors ça, c'était le cas jusqu'à 2016, jusqu'à ce qu'en juin 2016, de nouvelles lois encore antiterroristes viennent modifier un petit peu la donne en créant un régime tout à fait particulier de libération conditionnelle pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Et donc depuis cette loi, maintenant, nous avons un nouveau système qui s'organise sur deux nouveautés essentielles. Le fait que chaque personne qui doit demander une libération conditionnelle doit avant effectuer une période probatoire de 1 à 3 ans, c'est pas rien, sous surveillance électronique, placement sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l'extérieur.
Et la deuxième nouveauté, c'est que toute libération conditionnelle doit faire, toute personne qui fait une telle demande, doit faire l'objet d'une évaluation de sa dangerosité. Alors sur ce point qui est un sujet en lui-même, l'évaluation de la dangerosité des BAS actuellement, la dangerosité c'est vu comme un concept qui s'envisage en termes de récidive. Est-ce que la personne est dangereuse dans le sens où est-ce qu'elle peut aujourd'hui, selon les juges, selon les entités spécialisées qui statuent en la matière, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent faire penser qu'elle puisse renouveler l'infraction pour laquelle elle a été condamnée? Alors, de manière très basique, on se demande, dans un contexte politique actuel, où les personnes qui demandent la libération conditionnelle ont pour la grande majorité été condamnées pour avoir participé à l'organisation ETA, dans le contexte actuel, on se demande comment, et pourtant c'est le cas, comment ces entités-là et ces juridictions-là continuent de dire que ces personnes représentent un danger en termes de récidive. Et ce concept de dangerosité n'a pas été voté par le législateur pour sanctionner plus sévèrement les Basques, bien entendu. Et ça ressort vraiment beaucoup de ce qu'on appelle, en matière juridique, l'esprit de la loi. Toute cette loi de 2016 et ces modifications-là ont été prises dans le seul objectif de la lutte contre le djihadisme, contre Daesh. Mais le problème, c'est que le législateur n'a pas fait de distinguo dans la notion de terrorisme, et donc c'est appliqué également aux Basques. Alors que ce n'était pas forcément, encore une fois, à mon sens, à notre sens, l'intention du législateur, sauf que les juges, voilà, s'en tiennent au terme de la loi, terrorisme, basque, terroriste, donc nous appliquons ces notions-là également aux Basques. Et donc, la difficulté, d'un point de vue technique, c'est qu'elle résulte de la période probatoire qu'il est maintenant obligatoire d'effectuer avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Or, dans la grande majorité des prisonniers et prisonnières politiques basques, ces personnes font l'objet d'une peine complémentaire qui est la peine d'interdiction définitive du territoire français. Or, vu que toutes les mesures probatoires qui sont obligatoires à la libération conditionnelle supposent une présence sur le territoire français, eh bien, elles sont de fait exclues de la libération conditionnelle, puisque ne pouvant être présentes sur le territoire français, elles ne peuvent pas effectuer cette obligation de période probatoire. Donc nous sommes actuellement, les personnes qui font l'objet d'une interdiction définitive du territoire, ça vaut également pour les personnes qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion et également pour les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une extradition, puisqu'elles sont détenues dans le cadre de ces procédures aussi. Donc de facto, aujourd'hui, on a à peu près 90% des prisonniers et prisonnières politiques basques qui ne peuvent plus, qui sont écartés de cette possibilité de libération conditionnelle. Alors, la solution à cette problématique, elle est en soi très simple, parce que cette situation-là est la résultante sûrement d'un oubli du législateur, et c'est pas très compliqué en soi d'y remédier. Il suffirait que le Premier ministre prenne un décret pour prévoir une disposition dans le Code de procédure pénale qui permette d'exclure les personnes qui font l'objet d'une interdiction du territoire, d'un mandat d'arrêt européen et d'arrêté d'expulsion, etc., de cette obligation de période probatoire. C'est une disposition qui existe déjà dans le cadre d'un autre cadre, parce que ce dispositif-là existe déjà en matière de droit commun, pour les très longues peines. Et cette exception-là existe dans le cadre de ce régime. Donc ce n'est pas en soi très compliqué, mais voilà, il faudrait que ce décret intervienne. Quoi qu'il en soit, on ne va bien entendu pas l'attendre de manière passive, et nous allons à la prochaine audience devant la Chambre d'application des peines, prochaine audience utile, essayer de faire remonter cette problématique qui est de manière très claire complètement discriminatoire, puisque, encore une fois, face à ce droit quand même fondamental à la réinsertion, le droit de demander une libération conditionnelle, toute une partie de la population
pénal et en ce qui concerne de la population basque est exclu de ce droit-là. Donc à cette difficulté technique qui s'est rajoutée avec les dernières lois, coexiste également la difficulté d'ordre, je dirais, pratique, et qui existait bien avant cette modification législative, qui est celle de la totale fermeture des juridictions d'application des peines compétentes en la matière, des juridictions d'application des peines parisiennes, et surtout de la juridiction d'appel. De manière tout à fait paradoxale, pour prendre comme date de repère l'année 2011, avec le renoncement à la lutte armée par l'organisation ETA et puis avant cela la conférence d'Ayété, jusqu'à 2011, on arrivait à obtenir des décisions de libération conditionnelle. Pas forcément beaucoup, certes, mais on arrivait à en obtenir. À partir de 2011, cette voie a été petit à petit fermée jusqu'à 2015. Les nombres d'acceptation de libération conditionnelle ont diminué jusqu'à 2015. 2015, c'est l'année à partir de laquelle nous n'avons plus aucune libération conditionnelle d'accorder, sauf exception d'un cas qui a été accordé pour des raisons de santé, puisque son état n'était plus compatible avec la détention. Mais sinon, à partir de 2015, et c'est quand même un élément très très important à évaluer, à apprécier, à partir de 2015, nous n'avons plus une seule demande de libération conditionnelle qui est acceptée. Et avec un discours, comme je disais tout à l'heure, qui est pourtant toujours le même de la part du parquet devant la CHAP, devant la juridiction d'application des peines en appel, qui dit très bon rapport de détention, aucun problème. Très projet de vie présenté extrêmement bien, cohérent avec la personnalité du demandeur, vérifié, très sérieux, aucun problème. Mais le problème, c'est la situation politique. Et c'est dit quasiment comme ça, pas plus masqué que cela. Et en fait, on se retrouve dans une situation où tant le parquet, l'avocat général, le parquet général que la CHAP exige une distanciation de la part des demandeurs de libération conditionnelle par rapport à l'organisation ETA, et que lorsque les personnes qui demandent la libération conditionnelle disent « nous sommes d'accord avec la fin de la lutte armée, nous sommes d'accord avec le désarmement », eh bien on leur rétorque « mais ça c'est le discours de l'organisation ETA, donc vous êtes toujours proche de l'organisation ETA ». Et on se trouve dans des situations complètement kafkaïennes de ce style-là, où vraiment il est difficile de trouver une porte de sortie. Et c'est toujours le cas actuellement. Ça a été le cas malheureusement très très récemment avec la décision de refus en appel de la CHAP de Paris dans le cas de Yon Paro. Les motifs sont vraiment très très significatifs et je dirais effrayants. Puisque la CHAP organise son refus essentiellement sur trois arguments, en disant que la libération de cette personne qui a quand même fait 28 ans de détention constituerait un trouble à l'ordre public aujourd'hui, parce qu'elle est considérée comme un membre historique de l'organisation ETA. Donc là, on mesure tout de suite, à la lecture de cet argument, le fait que pour la CHAP de Paris, il n'y a pas d'évolution possible, puisque c'est un constat qu'elle fait, qui lui est propre, de dire que c'est un membre historique de l'organisation ETA, et c'est un fait qui pour elle ne pourra pas changer. Le deuxième argument est une insuffisante prise en compte de l'intérêt des victimes. Alors là, les débats d'hier soir ont été très intéressants sur ce point-là, parce qu'une juridiction se fonde sur une défense insuffisante des intérêts des victimes après 28 années de privation de liberté, ça pose question sur justement le rôle que donne la justice aux victimes. Parce que motiver ainsi une décision de justice, en quelque sorte, c'est laisser la victime dans un rôle, la circonscrire dans un rôle de vengeance quelque part, de non-pardon, voilà, c'est
Et on est totalement en deçà de ce qui ressortait hier de la bouche des victimes qui ont témoigné, de cette obligation de surpasser ces souffrances-là pour arriver à un vivre ensemble, pour arriver à construire le Pays basque de demain. Et là, donc, la justice est vraiment extrêmement rétrograde. Dans un cas comme celui-là, après 28 ans de détention, de dire que cette libération conditionnelle ne garantirait pas de manière suffisante l'intérêt des victimes. Et le troisième motif, qui montre également de manière très claire la fermeture, mais totale, l'hermétisme total de cette juridiction, c'est de dire que l'organisation ETA n'est toujours pas dissoute, bon, ça c'est un fait, mais elle précise que cette dissolution, qui n'existe pas, n'est bien entendu ni reconnue en tant que telle par l'Espagne ni par la France, et rajoute quand même que l'organisation ETA a toujours, donc c'était fin février dernier, a toujours de réelles capacités opérationnelles. Donc ça pose quand même question sur la possibilité d'évolution à court terme du raisonnement de ces magistrats. Donc on voit bien là que finalement, au-delà de notre rôle de défense dans le cadre de l'enceinte judiciaire, ce rôle-là n'est plus suffisant à ce stade-là. Et à ce stade-là, il faut qu'on arrive à un autre moyen pour essayer de faire flancher ces juridictions. Et le seul moyen que nous voyons, nous, du point de vue de la défense, mais également du point de vue de la commission de juristes, c'est justement que la société civile continue de travailler, continue de faire passer ses messages, continue de porter ses messages jusqu'à Paris, que ce message soit porté par de plus en plus de personnes, de façon à ce que ces positions totalement fermées deviennent totalement minoritaires et deviennent finalement insoutenables pour ces magistrats-là aussi. Le deuxième écueil que j'évoquerai plus rapidement parce qu'il est peut-être pas aussi important, mais quand même, si, il a son importance, mais il est plus focalisé sur les juridictions espagnoles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le problème de la confusion internationale ou le problème de la réduction au maximum légal. Donc nous avons actuellement des personnes, une grande majorité de détenus qui exécutent des condamnations sur le territoire français, ça depuis des années, et ensuite des condamnations sur le territoire espagnol. Donc en l'état actuel des choses, et jusqu'à décembre dernier, en ce qui concerne le territoire français, ces condamnations-là se cumulaient de manière infinie. Alors que, tant dans le droit français que dans le droit espagnol, il y a ce qu'on appelle le maximum légal, c'est-à-dire que si une personne fait l'objet de plusieurs condamnations internes, par exemple plusieurs condamnations françaises, ces peines ne se cumulent automatiquement que jusqu'au maximum légal le plus élevé. Dans le cas des affaires basques, c'est dans une bonne proportion des cas, maximum légal de 30 ans. C'est exactement la même chose au niveau espagnol, 30 ans ou 40 ans en fonction de la date de commission des faits. Et là, nous avons le droit de l'Union européenne, une directive de 2008, qui a été transcrite tant dans le droit français que dans le droit espagnol, qui prévoit que les décisions de condamnation en matière pénale qui sont prononcées dans tous les États de l'Union européenne doivent être prises en compte par les juridictions nationales comme leur propre décision, au même titre que leur propre décision. Donc, lorsque cette directive-là a été transposée tant en Espagne qu'en France, l'application qui en a été tout de suite faite, l'interprétation qui a été faite, ça a été dans l'aspect négatif. On va prendre en compte ces condamnations-là pour tout ce qui concerne, par exemple, la récidive, les libérations conditionnelles. Mais par contre, pour justement une prise en compte dans l'intérêt du détenu ou de la détenue, de la prisonnière, en ce qui concerne les confusions, il n'y avait pas forcément de décision, et en ce qui concerne de précision, pardon, et en ce qui concerne le droit espagnol, le législateur espagnol a été même plus loin par une loi de décembre 2014 en excluant de cette disposition-là,
qui est pourtant général au niveau européen, en excluant dans son droit interne espagnol les confusions de cette possibilité-là. Donc actuellement, sur le territoire espagnol, il est, les possibilités de ramener au maximum légal des condamnations est exclue. Cette possibilité est exclue. Au niveau français, donc, il y a eu cette décision très importante de décembre 2011 où on allait même au-delà de cette réduction au maximum légal, puisque là, la Cour d'assises a carrément prononcé la confusion totale, c'est-à-dire l'absorption totale par la peine espagnole de la peine française. Et donc c'est encore un travail très important qui est à faire, à continuer à faire sur le territoire français, bien entendu, mais aussi à faire pour que l'Espagne respecte tout simplement le droit européen. Et là, il y a un travail également, je pense, de sensibilisation, parce que depuis 2014, et de pression, parce que depuis décembre 2014, cette législation-là n'a toujours pas évolué, alors qu'elle est de manière très claire en opposition avec le droit de l'Union européenne. Et dernière thématique, qui est une très importante thématique aussi, c'est bien entendu celle de la torture. Donc j'en parlais dans le bilan tout à l'heure. Nous avons eu une avancée très importante sur le territoire français avec cette expertise au protocole d'Istanbul qui a été accordée. En deux mots, le protocole d'Istanbul, c'est un protocole qui a été mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire turque à la base, en Turquie, et qui a été reconnu par l'ONU en 1999, ça fait déjà un certain temps, comme le mécanisme le plus adapté le plus adapté pour pouvoir prouver des faits de torture. Nous avons cette avance là sur le territoire français, mais la torture, nous la ressentons dans les procédures françaises, surtout dans le cadre des mandats d'arrêt européens, parce que nombre de mandats d'arrêt européens se fondent sur des déclarations qui ont été obtenues en Espagne dans des conditions donc dans ces conditions-là, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, la bataille est encore énorme à mener. Ça va se faire prochainement, en fin mai, devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Mais on voit, dans le cas de Mme Sorsabalias, qui fait l'objet de plusieurs demandes de mandats d'arrêt européens qui sont fondées sur ses propres déclarations alors qu'elle était torturée. Et là, la bataille est très importante parce qu'on voit bien l'attitude des magistrats espagnols qui refusent totalement, et là encore de manière assez virulente, de reconnaître cette réalité et mobilisent tous les moyens qui sont en leur possession justement pour décrédibiliser donc ce rapport d'expertise et les faits de torture dénoncés par Mme Iratxe Sorsabal. Donc tout l'enjeu de cette audience-là qui aura lieu fin mai sera dans le fait d'inciter les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris à aller au-delà de leur rôle, certes assez limité en matière de mandat d'arrêt européen, mais à faire un contrôle très assidu de cette demande parce que le sujet le commande, bien sûr. On est en train de parler de torture et donc, de manière internationale, la torture est une pratique, bien entendu, absolument condamnée. Donc voilà, grosso modo, l'intervention, le sens de l'intervention que je voulais faire. Et pour reprendre mes quelques mots d'introduction, aujourd'hui, face à ce blocage au niveau dans l'enceinte judiciaire, c'est votre apport, l'apport de chacun de vous et le fait de continuer dans cette dynamique de mobilisation de la société civile qui peut réussir à débloquer ce blocage judiciaire. Merci beaucoup, Shantiana. Juste un petit point, des questions ont été posées tout à l'heure pendant l'intervention d'Harold Good, mais elles étaient plutôt destinées à cette table ronde-là, donc on les posera sur cette table ronde. Donc Philippe Texier, vous êtes magistrat honoraire. En qualité de magistrat, qu'est-ce qui peut acter juridiquement les avancées du processus de paix aujourd'hui au Pays Basque ? C'est un peu le thème de la justice transitionnelle, en fait, qui est posé là.
Il faut, je crois, la condition essentielle, c'est que l'ensemble des magistrats, bien sûr les juges d'application des peines et les tribunaux d'application des peines, mais l'ensemble des magistrats, prennent en compte la situation politique actuelle qui résulte de Hayete il y a 6 ans, de la remise des armes il y a 1 an, possiblement dans les semaines ou les mois qui viennent, peut-être de la dissolution de l'ETA, pour d'abord appliquer la loi, tout simplement, parce que l'intervention que vient de faire Chantiana montre qu'elle n'est pas toujours appliquée, surtout quand il s'agit des Basques. Et puis, à partir de cette prise en compte de la situation politique, agir politiquement, parce qu'on ne peut pas imaginer, dans des cas pareils, que les décisions n'ont pas un aspect politique. Donc il faut prendre en compte les conditions nouvelles, qui sont des conditions d'un processus de paix en cours, pour le dire d'une certaine façon. Allez-y, vous pouvez continuer votre présentation. Je vais donc commencer. Je voudrais peut-être commencer par rendre hommage à ces quelques avocates et avocats qui mènent ce combat quotidien, j'allais dire contre la justice française, parce que se comportent d'une telle façon qu'on peut dire contre la justice, pour défendre les prisonniers basques. Je crois qu'ils sont... Je dis elles parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce combat. Elles sont peu nombreuses, le combat est difficile, et l'exposé qu'on vient d'entendre montre à quel point il peut sans doute être souvent négatif et entraîner un peu de découragement. Le constat donc de la situation actuelle vient d'être fait par Chantiana. Il est négatif incontestablement, hein. Les juridictions, elle l'a dit, je le répète, je crois que c'est important, ont une position très fermée et ne prennent absolument pas en compte la situation actuelle. Donc, je le répète, abandon de la lutte armée il y a 6-7 ans à Hayete en octobre 2011, remise des armes l'année dernière, et engagement solennel de tous les prisonniers de ne pas reprendre la lutte armée. Je crois qu'on ne peut pas le mettre en doute, il est difficile de le mettre en doute. Je voudrais revenir un instant sur les arguments dont a parlé Chantiana, des arguments exposés par les juges d'application des peines ou les tribunaux d'application des peines, et l'ensemble même des juridictions qui montrent soit une méconnaissance de la réalité, soit sans doute, et c'est peut-être plus grave, une volonté de ne pas prendre en compte les engagements politiques qui ont été pris par les prisonniers de l'ETA. Comme il a été vu, il est par exemple allégué, je cite quelques, parce que Chantiana m'a envoyé un certain nombre de décisions que j'ai regardées avec beaucoup d'attention. Les arguments employés par les juges, du type absence de mise en cause ou de regret, engagement politique persistant, risque de récidive ou projet en relation étroite avec la culture basque. Mais que veulent ces juges? Ils veulent que les Basques abandonnent leur culture, renoncent à leur culture millénaire. Donc on voit des arguments qui, au fond, sont des arguments politiques, contre-productifs. Les juges semblent vouloir exiger des prisonniers qu'ils renoncent à leurs convictions, voire qu'ils les renient. Ils n'admettent pas, quelle que soit la gravité des actes commis, et il ne s'agit pas ici de les nier, j'y reviendrai. Ils n'admettent pas que les prisonniers basques sont bien, et il faut le dire, des prisonniers politiques. Encore une fois, quelle que soit l'horreur qu'a pu susciter certains actes qui étaient clairement des actes de terrorisme. Ajoutons, et Chantiana l'a longuement développé, que la législation s'est singulièrement durcie au cours des dernières années, avec cette obligation nouvelle de passer par une commission pluridisciplinaire d'évaluation pour mesurer la dangerosité des détenus. J'avoue que comment on fait pour mesurer la dangerosité d'un détenu, je me demande quels sont les critères, mais cette commission est destinée aussi à ça. Donc, nouveau cadre légal qui exclut de la possibilité de libération anticipée une grande majorité des prisonniers basques.
À partir de là, que faire maintenant? Le combat quotidien des avocats, je l'ai dit, j'y reviens, il continuera. Mais la question actuelle, me semble-t-il, est de savoir comment aller plus loin. À partir du moment où on considère que beaucoup des solutions reposent entièrement sur les juges d'application des peines et les tribunaux d'application des peines, il s'agit donc bien sûr de s'adresser d'abord à eux. Mais aussi, je pense, au parquet et à la politique pénale actuelle du ministère de la Justice sur la question basque. Certes, ce sont en principe les juges qui ont le dernier mot, mais si on se prend à rêver, si on imaginait une circulaire émanant du ou de la ministre de la Justice demandant à tous les parquetiers, tous les procureurs, tous les substituts de prendre en compte l'élément politique actuel de renonciation définitive à la lutte armée, on obtiendrait peut-être d'autres résultats. Il s'agit donc de montrer, et je crois que la société civile là a aussi son mot à dire, la contradiction qu'il y a entre cette affirmation que les prisonniers, c'est ce que rappelait Chantiana, ont en détention un comportement exemplaire, irréprochable, qui présentent tous des garanties, pour employer des termes utilisés par les juridictions, de réinsertion, c'est-à-dire une famille, une culture profonde, effectivement, un métier, etc., et de leur refuser systématiquement la libération conditionnelle, parce qu'ils n'ont pas renié leurs idées ou présentent des risques de récidive. Il s'agit donc de demander aux juges de tirer les conséquences de cet engagement collectif et de l'engagement individuel de chacun des prisonniers. Chaque avocat en défense individuelle fait cette demande, continuera à la faire, mais nous devons, me semble-t-il, agir aussi collectivement. Les démarches en cours, ce sera le thème de la prochaine table ronde, et je ne veux pas l'aborder. Les démarches en cours entre la délégation d'élus du Pays Basque et le ministère de la Justice semblent indiquer que ce dernier avance un peu, mais en même temps. Et je crois que la clé, elle est là. Le ministère de la Justice veut agir au cas par cas uniquement et examiner chacun des cas successivement et de façon individuelle. Je crois qu'il faut passer à une démarche collective. La démarche du processus de paix, qui s'est manifestée par l'engagement de l'ETA dans un premier temps, la remise des armes il y a un an, ici même, dans un deuxième temps, doit être prise en compte de façon collective. Et la société civile, en général, a un rôle à jouer, mais je pense que nous, quand je dis nous, c'est l'Association des juristes pour la paix au Pays Basque, nous avons, et ça va être la réflexion des jours et des semaines qui viennent, un rôle à jouer. Nous devons, en tant que collectif de juristes, arriver à faire passer cette idée que le processus de paix, ce n'est pas seulement des engagements individuels, mais c'est aussi et peut-être surtout une démarche collective. Alors quand on est ici, à Bayonne ou à Biarritz, on est convaincu de cette démarche collective, on la voit, on voit tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi à faire. Parce que si on se penche 2 minutes sur ce qu'a été cette remise des armes à la société civile, ce n'est comparable à aucun autre processus de paix. Ou les remises des armes, je pense à la Colombie, je vais dire quelques mots de la Colombie dont je reviens, mais où cette remise des armes par les FARC en Colombie a été une manœuvre extrêmement compliquée, sous le regard des experts de l'ONU, avec toutes sortes de difficultés. Alors, rien n'est comparable. Il s'agissait de mettre fin à un conflit de 52 ans. Les FARC sont quand même, puisque maintenant ils sont un parti politique, étaient une organisation extrêmement structurée, dans un pays qui, géographiquement, fait 2 fois la France, avec des caches d'armes sur tout le territoire. On peut imaginer que c'était difficile. Mais ça a été réalisé par des instances
onusienne et étatique, non, et pas du tout par la société civile comme ici. Donc ce que cette société civile a commencé à faire, et doit continuer à le faire. Alors, quelques mots maintenant sur la justice transitionnelle, dans la mesure, au fond, où il s'agit de passer d'une situation de conflit armé à une situation de paix. Dans tous les pays où il y a eu une justice transitionnelle, ça a été le cas. Ou, pour le Chili ou l'Argentine, passage d'une dictature à la démocratie. Mais à chaque fois, situation juridique ou judiciaire complètement différente. Il s'agit avant tout, et je voudrais qu'on retienne ces 4 mots, qui sont les mots clés en matière de justice transitionnelle, d'assurer aux victimes du conflit la garantie de leurs droits à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition. Ces 4 mots sont passés totalement dans le langage de l'ONU, et c'est si vrai qu'un nouveau rapporteur vient d'être nommé pour vérifier dans l'ensemble du monde et dans tous les processus de paix en cours, que ce droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition est respecté. Le premier rapporteur sur cette question de la vérification de ces 4 critères s'appelle Fabian Salvioli, c'est un Argentin, et symboliquement le fait qu'on ait désigné un Argentin quand même pour exécuter ce mandat de vérification du droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition est significatif. Car s'il y a un pays où une justice transitionnelle aurait été nécessaire, c'est bien l'Argentine. Donc, justice qui doit faire connaître la vérité de ce qui s'est réellement passé, de façon à aider au pardon, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait à un moment donné un pardon, et à la réconciliation, et construction ou reconstruction d'un état de droit. La situation de la France et de l'Espagne est absolument pas comparable à la situation de la Colombie, je le répète. Il s'agissait de mettre fin à un conflit de 52 années, et la mise en place de cette justice transitionnelle est particulièrement lourde et complexe. C'est une justice spéciale, il résulte des accords de la Havane qu'on a nommé des juges spéciaux, qui sont désignés sous le sigle de JEP, ce qui veut dire Justicia Especial de Paz, justice spéciale de paix. Donc on a nommé des nouveaux juges, bien souvent issus de la magistrature classique, mais pas seulement. D'autres sont totalement extérieurs à la magistrature, et ils sont chargés d'appliquer cette justice particulière, qui présente les caractéristiques quand même de ne pas répondre aux critères habituels de la justice pénale, qui est essentiellement basée sur la sanction. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit finalement de prévoir des peines inférieures à ce que prévoit habituellement le code pénal. Dans le cas de la Colombie, les ex-dirigeants des FARC sont soumis à cette justice transitionnelle, mais il est prévu qu'ils ne feront pas un jour de prison sous certaines conditions de reconnaissance de ce qui s'est passé et de reconnaissance publique de ce qui s'est passé. Et dans le cas où les faits ne seraient pas reconnus, on passerait à une justice plus traditionnelle. Donc, les critères sont différents, peine inférieure dans la plupart des cas, mais surtout arriver à expliquer ce passé, expliquer les causes du conflit et expliquer les raisons pour lesquelles ils sont entrés dans ce conflit et ils ont commis des actes dont on peut dire pour beaucoup d'entre eux qu'ils ont été absolument horribles. Donc, et je voudrais terminer avec ça, ce processus de justice transitionnelle s'accompagne souvent, presque toujours, de la mise en place d'une commission de la vérité, qui est destinée donc à éclaircir des faits souvent niés par l'une ou l'autre des parties. Et là, je pense à un autre conflit, qui est celui du Salvador, où des massacres collectifs ont été commis au Salvador, où des bombardements
qui ont atteint la population civile et où l'armée a essayé de les dissimuler sous l'appellation d'affrontement entre l'armée et le FMLN, qui était la guérilla salvadorienne. En réalité, il ne s'agissait pas du tout de ça, mais il s'agissait de massacres organisés par l'armée. Donc, arriver à, par une sorte de catharsis collective, à expliquer ce passé, mais surtout à le reconnaître. Dans tous les cas, Chili, Argentine, Afrique du Sud, Guatemala, El Salvador, Colombie, il s'est agi de ça. Donc, le nouveau défi qui s'offre, me semble-t-il, à nous, la société civile basque, et puis nous, quand je dis nous, c'est les juristes qui sommes autour. Les non-basques sont peu nombreux, mais il y en a quand même un certain nombre. D'examiner la possibilité d'une commission de la vérité organisée par la société civile. Il faudra bien que l'État, ou les États, puisqu'il y en a deux, avec des positions sensiblement différentes entre la France et l'Espagne, un jour ou l'autre reconnaissent les choses et interviennent. Dans un premier temps, ils devraient intervenir vis-à-vis des prisonniers. Mais la mise en place par la société civile, me semble-t-il, est possible. Puisque cette société civile est arrivée avec succès à un désarmement, pourquoi ne pourrait-elle pas organiser finalement une commission de la vérité qui arriverait à établir et reconnaître tout ce qui s'est passé? Et quand je dis tout ce qui s'est passé, ça veut dire, et Serge Portelli y insistait hier, mais c'est reconnaître aussi des exactions, reconnaître des erreurs, non seulement politiques, mais des erreurs humaines, avec des méthodes qui ont été assimilées et assimilables souvent à du terrorisme. Je crois que tout cela doit être dit avec une présence et une action absolument indispensable des victimes. Dans le processus colombien, j'y reviens une dernière fois, les victimes ont été présentes du début à la fin. Elles sont allées à La Havane à plusieurs reprises. Et quand je dis les victimes, en Colombie, ça représente des victimes des FARC, mais ça représente aussi victimes des paramilitaires, victimes de l'armée, victimes de l'État, E-T-A-T, victimes de plusieurs sources. Toutes ces victimes se sont organisées, ont été présentes, ont accepté le processus de paix. Mais je reviens à ce que disait tout à l'heure le pasteur Good. Il s'agit maintenant de construire la paix. L'accord de paix en Colombie, il a été fait. La construction, ça représente quelque chose d'extrêmement plus difficile. Il faut, après avoir reconnu tout ce qui s'est passé, sortir la guerre des têtes. Et en Colombie, c'est extrêmement difficile parce que les victimes se comptent par milliers et parce que il y a un sentiment qui persiste de haine dans une partie de la société. Donc arriver à cela, c'est sûrement le défi qui s'offre à nous. Rien n'est comparable, mais arriver à faire admettre aux deux États, français et espagnols, que ce processus de paix doit aboutir à finalement une reconnaissance de tout ce qui s'est passé et à installer la paix dans les têtes et construire ce nouvel avenir, c'est le défi qui s'offre à nous tous, je pense, dans les semaines ou les mois à venir. Nous devrons y réfléchir, mais je suis personnellement convaincu que nous devons passer à une étape supérieure. Arriver à convaincre l'État, pour le moins l'État français dans un premier temps, que cette action de la société civile est quelque chose de fort et qui finalement ne reculera pas, même si ça peut être souvent extrêmement difficile. Merci beaucoup.
Une première question du public destinée à Chantiana Cacheneau. Existe-t-il à Negualde un groupe de juristes spécialisés dans le processus de paix comme au Nord? Alors, il existe en Negualde plusieurs initiatives dans ce sens-là. Après, un groupe comme le nôtre, c'est-à-dire avec une présence sur Paris et une présence au Pays Basque, pas à ma connaissance. Mais des initiatives en ce sens, oui. Une autre question qui vous est destinée à tous les deux. Selon vous, est-ce que la dissolution d'ETA faciliterait les libérations conditionnelles? Et deuxième partie, qu'attend l'Europe pour pénaliser l'Espagne qui ne respecte pas ses propres textes de loi? La première, c'était est-ce que la dissolution d'ETA faciliterait les libérations conditionnelles? Alors, je pense que oui, parce que quelque part, c'est un argument qui est pointé, et particulièrement dans la dernière décision de la CHAP que j'évoquais tout à l'heure. Pour autant, quand on voit le niveau de fermeture de cette juridiction-là, on se demande, nous, si cet argument-là disparu, est-ce qu'ils ne vont pas en trouver un autre? Parce qu'on voit bien quand même derrière l'argumentaire qui est repris dans ces décisions-là, que ces magistrats-là cherchent autre chose, qui est peut-être de l'ordre, comme le disait Philippe, du renoncement aux convictions politiques, du repenti, quelque chose de plus de cet ordre-là. Donc c'est vrai que effectivement c'est un argument qui est pointé dans les décisions de justice, mais lorsqu'il ne sera pas, je ne suis pas sûre que ça sera automatiquement la porte ouverte aux libérations conditionnelles. Oui, sur ce premier point, moi je partage tout à fait ce que dit Chantiana. Lorsqu'on voit les arguments utilisés dans certaines décisions judiciaires, on se demande si quelque chose pourrait modifier dans la tête des juges cette approche des choses. Je pense malgré tout que, ça enlève un argument aux juges. Le fait que l'ETA se dissolve, ils ne pourront plus s'appuyer sur l'idée que ce mouvement est toujours dangereux dans la mesure où il n'existera plus. Sur la deuxième question, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Espagne à de multiples reprises sur ces questions, sur la torture, etc. Malheureusement, ça ne change rien. Ça peut, au cas par cas, obliger à réviser un jugement ou autre, mais les sanctions prises par l'Europe, il n'y en a pas. Malheureusement, les intérêts économico-politiques priment souvent sur les droits de l'homme, et je ne suis pas convaincu que l'instance européenne en tant que telle est prête à condamner l'Espagne. Or, les pratiques judiciaires de l'Espagne sont éminemment condamnables, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette deuxième table ronde et prendre 2 petites minutes, parce que nous sommes en retard, de pause, et reprendre derrière pour parler de l'espace de travail entre la délégation du Pays Basque et le ministère de la Justice. Merci.